Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans le cadre 19h45 sur votre chaîne de télévision LTM et nous ouvrons ce journal par des faits de société. Nous rendons dans la région de l'Ouest Cameroun, dans le département de Bambutos, notamment dans la localité de Bambi Bacham, où un fait peu ordinaire s'est déroulé ce lundi 1er février 2020. Des élèves sont tombés en transe, pour la plupart des jeunes filles âgées entre 12 et 15 ans, ce qui a immédiatement créé une situation de panique. La majorité des parents d'élèves sont venus retirer les élèves de ce dit établissement. Les précisions de Jean Jamayenna et Rostand Difo dans ce reportage. Les cours reprennent progressivement au lycée de Bambi Bacham, dans l'arrondissement de Bacham, département des Bambutos, dans la région de l'Ouest Cameroun. Une reprise timide des classes au lendemain d'un vaste mouvement d'humeur initié par les élèves et les parents d'élèves au sujet du phénomène de transe qui réapparaît contre toute attente dans cet établissement. Le dimanche, vraiment se lever, n'avait pas de problème. C'est aux environs de 11h midi. On est resté comme ça tombé, ça va commencer à crier. Personne ne comprend, fait la force. Bon. Je peux dire que mon cas n'a pas été comme les autres parce qu'elle s'est vite rétablie. Mais hier alors, quand il y avait le problème au niveau du lycée, de n'importe quel parent, les parents se fâchaient que ça se passe comme ça que la fille de mon voisin aussi est tombée. On a souffert, on était sur elle à 12. Elle nous a dépassés, on n'a pas pu la maîtriser. Elle criait, demandait qu'on la laisse aller boire l'eau. Après, prononcer certains noms qu'on souffre dans ce quartier, au lycée Bambi. Chaque jour, 5 quarts. Et l'enfant, quand l'enfant tombe, pour le quartier, il faut tout un camion de gens avant d'arrêter l'enfant. Mais je dis comme ça, je suis même vaincu. Donc, je suis parmi les gens qui ont le cas. Et je suis un tradit praticien. Hein? Ils arrivent toujours ils atterrissent toujours chez moi, vers le lycée, vers le plan d'en bas là. C'est là où je suis installé. Mais le cas, s'il nous a dépassé, on a dit que rien comme d'enfant n'entre plus là-bas. Juste ça, on trouve la solution. Il y a une situation difficile, inquiétante, qui est en train de se passer dans le village. Depuis près de 2 semaines, nous recevons ici des cas de transe, des élèves venant du lycée de Bambi. Nous sommes restés à plusieurs reprises. On nous a amené ça fait déjà près de 6 cas que nous avons reçus, dont des possessions démoniaques ou d'autres. Et en certains, nous avons constaté que certains, c'était juste problème de santé. Nous les avons recommandé d'aller d'abord se faire examiner et de revenir. Et par rapport au cas de possession, effectivement, nous avons reçu des cas de possession où il a fallu que nous invoquons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et grâce à Dieu, je crois, ces enfants ont retrouvé la tranquillité, la paix. Informé, le sous-préfet de l'arrondissement de Bacham est descendu sur le terrain pour constater par lui-même l'arrêt des cours dû à une ambiance délétère qui règne au lycée de Bambi Bacham. Quand je suis arrivé sur place, j'ai immédiatement demandé aux chefs traditionnels qui étaient là avec leurs notables ainsi que les parents d'élèves, tous à l'extérieur du lycée, d'enlever ce fagot de bambou, ces arbres de paix et de m'ouvrir le portail. Ce qui a été fait dans les 2 minutes qui ont suivi, cela avait été fait. Nous sommes donc entrés dans le lycée, nous avons tenu une réunion dans la salle des professeurs. Lors de nos échanges, j'ai constaté qu'il y avait effectivement un malaise dans ce lycée relatif à ce problème d'enfants qui tombaient en transe. J'ai néanmoins essayé de faire comprendre aux parents d'élèves et aux chefs traditionnels que ce phénomène de transe
c'est un phénomène un peu complexe qu'on ne peut pas traduire directement en sorcellerie, comme j'avais appris que ce serait de la sorcellerie. Des élèves qui tombent en transe en série, notamment les filles, dont l'âge varie entre 12 et 15 ans, et les membres du corps enseignant de cet établissement sont au banc des accusés. Le sous-préfet est venu intervenir que non, on parte seulement à l'hôpital. Tu pars à l'hôpital, l'enfant n'est pas malade. On dit tout, l'enfant n'est pas malade. On fait les examens, l'enfant n'est pas malade. Qu'est-ce qui se passe alors? Et quand le nom qui disent que tel professeur est sur moi, tel censeur est sur moi, maintenant quand les censeurs comprennent ça, ils s'en plus fuite. Hein? Et le sous-préfet, étant chef de terre, il n'était rien là-dedans. Hein? Parce qu'il fallait qu'il appelle. Il fait l'appel à tous les professeurs qui sont là-bas pour qu'on essaie de trouver une solution. À l'heure actuelle qu'on parle là, le professeur est à l'hôpital. Hein? Chaque jour, toujours, ça c'est déjà troisième opération. Aux élèves, l'autorité administrative a demandé de regagner leur salle de classe sans crainte, car l'autorité veille au grain. Et aux parents d'élèves, le sous-préfet exhorte de conduire l'élève victime dans un centre hospitalier et non chez un tradit praticien ou chez un prophète de l'église. Constater ensemble que c'était des suspicions qui avaient envahi tout le milieu estudiantin et même le milieu des parents d'élèves, sont lesquels il y aurait quelqu'un qui serait en train de faire de la sorcellerie parmi les membres du corps enseignant. Ce qui est très grave dans le mesure où je n'ai pas vu un enseignant partir de là où ils viennent, s'ils ne sont pas des gens allogés, venir enseigner dans ce milieu-là et se mettre à pratiquer de la sorcellerie. Moi, je n'ai pas compris ça. Je me suis tout simplement dit que c'était des hallucinations. J'ai demandé aux parents d'éviter d'envoyer les enfants chez les prophètes quand ils tombent en transe, de les envoyer à l'hôpital pour avoir, n'est-ce pas, un examen diagnostique approprié pour avoir un traitement définitif. C'est donc un calme apparent qui prévaut actuellement au lycée de Bambi Bacham au moment où nous allons sous presse ce mardi 2 février 2021. Et dans les régions dites anglophones, notamment la région du sud-ouest Cameroun, ce sont les ex-combattants séparatistes qui sont en colère, logés dans le centre de désarmement, de démobilisation et de réintégration de Boya, dans la région du sud-ouest Cameroun, ceux qui ont manifesté leur mécontentement. Ils étaient plusieurs à descendre dans les rues de la ville de Boya. La raison, autant pour moi, de cette descente, le fait que le gouvernement camerounais leur avait promis une réinsertion après avoir déposé les armes. Jusqu'à aujourd'hui, cette promesse n'a pas été tenue. Compte rendu de Jean Jamayena et Pélanger Nandi. Pour manifester leur mécontentement, ces ex-combattants séparatistes actuellement logés au centre de désarmement, de démobilisation et de réintégration de Boya sont descendus dans la rue et bloqué l'axe principal qui mène au village Bokwango dans la région du sud-ouest Cameroun. Ces jeunes dénoncent les mauvaises conditions de vie au centre DDR de Boya et la réticence du gouvernement à les réintégrer au sein de la société, ce malgré toute la panoplie des promesses qui ont été faites à cet effet. Sortis de la brousse après une longue période de bataille due à leur frustration et déposer les armes, ces anciens membres de la République virtuelle de l'Ambazonie déclarent que le gouvernement leur avait promis une réintégration
et se verrait attribuer à la longue des emplois au sein des entreprises. Plus d'un an après, la plupart de ces ex-combattants séparatistes n'ont jamais été réintégrés et leurs familles continuent de croupir dans le désespoir, la précarité ambiante et la pauvreté abjecte, d'où le sitting de ce lundi 1er février 2021. Même la descente sur les lieux du secrétaire général de la région du Sud-Ouest, accompagné des forces de défense et de sécurité, n'a pas suffi pour calmer les émotions de ces hommes en colère. I know say una get people where una dey trust them. Or except you talk say you no dey trust your brother. I want to say you no dey trust una Un mouvement d'humeur qui intervient alors que le gouvernement est en pleine campagne pour un dépôt des armes des combattants séparatistes et pour leur réintégration au sein de ces centres DDR de Buea et de Bamenda. Et dans la ville de Douala, située dans la région du littoral, une insécurité grandissante au quartier Newton, aéroport 2. Les populations dénoncent et se sont concertées pour réduire ce phénomène d'insécurité, notamment le phénomène de microbes, la consommation des drogues des jeunes habitants et riverains de cette partie administrative. Et pour mettre fin à cela, des dispositions, mais surtout des mesures ont été prises. Reportage de Frédéric Motomé et Christian Tanfou. Il ne fait pas bon vivre au quartier Newton Aéroport 2. Ce quartier jadis tranquille du 2e arrondissement de Douala est devenu le repère par excellence des bandits de grand chemin. On a parlé de nos enfants, qui sont ces fumeurs, qui sont ces agresseurs. Il y a aussi des bailleurs qui gardent les fumeurs, des agresseurs. Je cite, il y a un couloir là, derrière la route de Niaya. C'est leur temple là-bas. Ces spécialistes présumés du grand banditisme et de la criminalité opèrent désormais de jour comme de nuit. Il a agressé une femme devant ma boutique aux environs de 9h30. Auquel j'ai poursuivi cet enfant avec son ami et ces trois. Ils m'ont sorti la matière en journée en 9h. Ce matin, il me dit carrément qu'ils sont sortis. Il est sorti, on l'a arrêté pour rien. Il est sorti. Et pourtant, c'est quand on l'a arrêté hier, c'est là 4 jours, avec l'appui de certains amis. Mais aujourd'hui, il sort, il se balade, il sort, il dit qu'il est sorti. Vraiment, pour moi, il me s'est senti ridicule parce que je lui ai même posé la question que toi, tu dis que tu n'as rien fait. Mais le forfait que tu as fait devant moi, hier, c'est là parce qu'un mois. Tu m'as sorti la matière avec ton ami à 9h30. Vous étiez 3. Ce n'est pas tu que vous avez pris le porte et le sac de la femme sur le téléphone. Maintenant que tu n'as rien fait. Je lui ai dit c'est la force. Il me dit que gang, toi, depuis le jour-là, je n'agresse plus devant ta devanture. Au-delà de ces faits qui sont reprochés pour la plupart aux jeunes du quartier Newton Aéroport 2, ces derniers se spécialisent aussi à la consommation des stupéfiants et autres drogues qu'ils transportent par devers eux au quotidien. On est venu m'appeler qu'il y a un enfant qui est en train d'emballer un bâton de chanvre à l'école pour fumer pendant les cours. Je suis venu avec ça, hein, voici le chanvre là et la cigarette et tout. Voici le chanvre là avec la boîte d'allumette. Le plus petit enfant, hein, je voulais l'arrêter pour l'amener ici, mais les parents, bon, je ne veux pas trop entrer en détail. Voilà ce chanvre là, avec la boîte d'allumettes. Le plus jeune enfant, il a 14 ans, il fréquente. Pourquoi? Parce que quand il est là, on l'envoie, va acheter les allumettes. Va acheter ceci, va acheter le bonbon. Tire un peu, ou on tire l'odeur sur lui, il est contaminé, le lendemain il en a besoin. Voilà ça. Il a fui, il a laissé ça. Et ce matin, le maître de commande devait me prendre un autre enfant, toujours plus petit, à laisser ce paquet de cigarettes dans la salle de classe. Donc, et tout ça, ça se passe en journée. Cette situation de peur quotidienne et ambiante qui règne au quartier Newton Aéroport 2 à de la 2e doit s'arrêter. C'est du moins le constat et l'engagement pris par les populations mobilisées autour du chef de ce quartier à la faveur d'une réunion de concertation et de sécurité.
sont ici par rapport à l'insécurité du quartier. Moi-même, je suis membre de la sécurité. Je suis aussi arrivé ce matin. La reine même m'a fait part. On devait se retrouver à la chefferie par rapport à ça que je suis là. Donc moi-même, je ne supporte pas les voleurs. Moi-même, je les chasse chaque fois. Je les arrête quand il y a intervention. J'appelle la police ou la gendarmerie. Je les remets. Moi-même, je patrouille toutes les nuits jusqu'au matin. Plusieurs mesures fortes ont d'ailleurs été prises à cette rencontre, parmi lesquelles la sensibilisation de ces jeunes, leur interpellation en cas de récidive, l'éducation de ces jeunes, mais surtout la responsabilité des parents pointés du doigt et qui serait le cœur du problème à Newton Aéroport 2. Essayer d'arrêter les pieds de leurs enfants. Si les enfants marchent, il faut les enchaîner. Parce que les histoires que quand on arrête un gars ici au quartier, on dit que c'est les enfants du quartier. Comme moi je reviens là, je ne viens pas causer avec les histoires des enfants du quartier. À toute heure où je passe là, si je vois les mauvais enfants là, je vais les arrêter. Et je les arrête. Je ne veux pas qu'un parent se mette devant moi que c'est l'enfant du quartier. Il y a les vendeurs de drogue ici qui sont aussi au quartier. Je cite d'abord le nom de celui qui est dans le couloir. On l'appelle. C'est Issa ou c'est qui là? Sani. Il faut qu'on le dise. J'ai demandé qu'on me donne son numéro. Parce que dans tous les cas, qu'il pleuve, qu'il neige, il faut qu'il quitte le quartier où je veux l'arrêter. En sollicitant l'appui constante des autorités administratives et des forces de maintien de l'ordre, les populations du quartier Newton Aéroport 2 s'accordent pour une coordination de l'action à mener sur le terrain pour mieux sécuriser les populations. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des hommes. Après toutes les déclarations que j'ai suivies, vraiment il y a des hommes. Il faut juste maintenant coordonner. Et ceux qui font du mal ne peuvent pas détruire le monde. Suivez, s'il vous plaît. Ceux qui font du mal ne peuvent pas détruire le monde. Mais c'est plutôt ceux qui voient sans rien faire qui peuvent détruire le monde. Donc comme nous avons pris la grande décision de les combattre, nous demandons l'assistance du Seigneur qui nous donne la même force pour le combattre. Les mesures ainsi prises, qui sont d'application immédiate, visent principalement à restaurer et à rétablir le bien-être et la sécurité des personnes et des biens au quartier Newton Aéroport 2, où le vivre ensemble est d'ailleurs un exemple à suivre. Et une vive polémique alimente les conversations concernant la route Carrefour-Bois de Madoc, Pont-Bini, nous sommes bien dans la région de l'Adamawa et en pour chef-lieu, la ville de Ngaoundéré. Et les raisons de cette polémique seraient le retard des travaux de la construction de ce pont qui a créé une colère auprès des populations. Ceux-ci réclament la livraison de ces travaux. D'ailleurs, le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou-Djoumessi, a fait une sortie sur la question où il revient sur les raisons du retard de ces travaux. Et nos reporters correspondants depuis la ville de Ngaoundéré sont descendus sur le terrain pour nous proposer l'état des lieux de l'avancement de ces travaux. Voici un compte rendu de cet état des lieux dans ce reportage. L'annonce faite par le ministre des Travaux publics sur l'achèvement imminent du tronçon Bois de Mardoc aéroport de Ngaoundéré a suscité une vive polémique sur la toile. Certains internautes originaires de la ville ont contesté les images publiées sur le site du ministère. Rendu sur le site des travaux, nous avons constaté l'effectivité du chantier. Nous sommes justement effectifs là. Donc nous avons commencé par les réparations de la couche de base, avant de bien suffisamment réparer. On a refait entièrement la couche de base et comme vous constatez, nous sommes pratiquement à la fin du revêtement enrobé. Pratiquement enrobé. On vient comme ça de vider nos dernières bains de la journée en enrobé. Vous voyez, nous sommes comme ça en train de se préparer pour lancer demain, au matin très tôt. Fini les suspicions sur l'état d'avancement de ces travaux routiers lancés voici il y a 4 ans. En cette matinée, les ouvriers de la société Burning Construction étaient à pied d'œuvre pour mener à terme ce tronçon. L'autorganisation actuellement, nous sommes au-dessus de 70%. Nous sommes pratiquement autour de 77%. 77%. Donc vraiment vous voyez comment on avance à pas de géant. Et dans les brefs délais nous avons livré ces travaux. La chance sera soulagée. Les travaux commencent ici, Carrefour Bois de Mardoc jusqu'au Pont Bini. Et c'est le lot 2, entreprise Bernier. Des travaux qui respectent les normes de construction routière.
Bon, à ce jour, rendu à ce jour, on a un avancement des travaux. On a une consommation de délai qui est à l'ordre de 45%. 45%. Et d'ici 14 jours, on va finir avec l'ensemble des travaux de la phase. Ce qui vient ainsi confirmer le communiqué du ministre des Travaux publics Emmanuel Danunjumesi sur l'état d'avancement de la voirie urbaine de Ngaoundéré qui aura bientôt fière allure. Et à la suite de ce journal, on va dans la région du Sud, à Kribi, après Douala, bien sûr dans la région du littoral. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketia-Koutez, a rendu visite aux populations de la ville de Kribi dans la région du Sud. Occasion pour Célestine Ketia-Koutez de passer en revue les chantiers d'aménagement urbain et routier en réalisation dans cette partie du pays. Une fois de plus, Frédéric Motomé dans ce reportage. La cité balnéaire a accueilli ce jour Madame la ministre de l'Habitat et du Développement urbain qui est venue voir l'évolution des travaux de la voie urbaine dans certaines localités de la ville de Kribi. Madame Koutez Ketia, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, a commencé par le village de Londi, dans le 2e arrondissement de la ville de Kribi, où l'avancement des travaux n'ont pas été satisfaisants. Madame le ministre qui a rappelé à ses chefs d'entreprise de livrer les travaux dans les brefs délais. Puis Madame le ministre de l'Habitat et du Développement urbain a tenu une réunion avec les populations de la ville de Kribi pour des échanges où les populations ont profité de cette occasion pour les doléances qui étaient basées sur le grand banditisme grandissant dans la cité balnéaire et les problèmes d'éclairage public. Donc il a commencé cette préparation de tout donner le pouvoir au niveau local en mettant en place des structures, des organisations et des outils. Je pense que le maire ne démentira pas que Kribi a bénéficié également d'un plan d'occupation du sol. Qui dit plan d'occupation du sol dit vision sur l'aménagement global. Maintenant, dans le cadre de la mise en œuvre des micro-projets qui sont contenus dans les postes ou les PSU, il appartient au maire de ville de nous saisir avec des projets d'aménagement des plages qui, ma foi, peuvent être des sources de revenus pour Kribi, parce que Kribi est connu internationalement comme la ville touristique la plus visitée, où quand on a vu la Kribi, on a envie de mettre les pieds dans l'eau. Pour cela, les plages doivent être aménagées. Donc vous pouvez être assuré que le pont existe et les micro-projets existent. Madame le ministre de l'Habitat et du Développement urbain a été satisfait de cette visite. Il s'agissait pour nous d'évaluer donc l'état de la mise en œuvre des chantiers, d'accélérer, de demander aux entreprises d'accélérer les chantiers en cours, notamment le pavage, compte tenu de la qualité du sol que nous avons acquis. Nous avons opté pour les pavés, pour certaines voies, d'achever ces voies afin d'engager celles priorisées par les chefs. Et la première population du département de l'Océan que l'éclairage urbain, c'est bientôt. Et à quelques kilomètres de la ville de Kribi, nous nous rendons à présent dans la ville de Deya où le maire de la ville a été officiellement installé aux côtés de ses adjoints. Ceux-ci auront pour principale mission de rehausser l'image de la ville lumière, mais surtout participer au développement des populations. Le compte rendu de cette installation par nos reporters Patrick Ngoignan et Jean-Blaise Tonnier. Albert Emmanuel N, tout premier maire de la ville lumière, est officiellement installé ici dans ses fonctions par le préfet de la Sanaga maritime, Cyril Ivan Abondo. Du haut de cette tribune, adressez mes vives et chaleureuses félicitations aux pionniers, heureux élus, notamment au docteur Len Albert Emmanuel, Docteur Len Albert Emmanuel en qualité de maire de la ville d'Idéa, Monsieur Dieudonné Bien et Madame Diopné Moutapam Jacqueline, respectivement premier et deuxième adjoint au maire. Le préfet a saisi cette occasion pour réitérer au maire la nécessité d'œuvrer pour le bien des populations de la ville d'Idéa.
nous avons prescrit au maire de la ville élu des recommandations particulières pour la ville de Déa. D'abord, relancer ou alors continuer l'opération de clairage de la ville pour donner à la ville de Déa ses lettres de noblesse. Vous savez que nous avons la renommée d'être la ville lumière, de mettre un accent en sa qualité de maître d'ouvrage à l'exécution optimale de tous les projets publics qui sont prévus, mais aussi à rechercher toutes les niches pour accroître les ressources de la communauté urbaine. Et comme vous le savez, la communauté urbaine, comme tous les collectivités territoriales décentralisées, sont devenus des pôles de développement. Il faut donc rechercher les niches de ressources et donc créer des partenariats pour être à la hauteur du programme qui se sont définis. Pour le nouvel élu, sa mission se centre essentiellement sur la modernisation des infrastructures urbaines et la cohésion avec les maires d'arrondissement. Et d'embellissement urbain. Deuxième volet de notre action qui est peut-être assez stratégique puisqu'il faut qu'on lève des fonds propres au niveau de la communauté urbaine, c'est d'intensifier l'action de recouvrement, notamment au niveau de tout ce qui est permis de construire, au niveau de l'organisation des gares routières et des espaces marchands. Donc nous avons commencé l'année dernière par l'informatisation du fichier des contribuables et il est question pour nous de passer à la phase plus contraignante pour les contribuables, celle du recouvrement, puisqu'il s'agit vraiment d'augmenter de façon significative les ressources propres de la communauté urbaine pour réaliser les projets. Cette cérémonie a été rehaussée par la présence des élus du département, des autorités administratives et des forces vives de la localité. Et sensibiliser à travers des causeries éducatives dans la ville de Bertoua, dans la région de l'Est Cameroun. Certains établissements s'y sont pris au jeu à travers notamment la sensibilisation de la délégation régionale des enseignements secondaires, la délégation de la santé publique, mais surtout l'UNICEF qui sont descendus main dans la main pour sensibiliser les jeunes sur l'état des lieux de la COVID-19, mais d'autres causeries éducatives pour permettre à ceux-ci d'être mieux édifiés sur les questions qui touchent la jeunesse. Reportage. Prêcher par le bon exemple pour le champ de la sensibilisation, tel est le motif majeur impulsé par le délégué régional de la santé publique de l'Est qui a remis du matériel de riposte contre le coronavirus aux hommes et femmes de médias de cette partie du pays. Ce matériel était essentiellement constitué des masques, des gels hydroalcooliques et du savon. C'est un appui que nous apportons justement à sa juste mesure et à travers ces dons, nous prenons l'engagement que à travers notre métier, à travers l'organe que nous représentons ici dans la ville de l'Est, nous allons donner de bonnes informations à nos lecteurs à travers nos supports. Donc, nous restons mobilisés. Une manière pour nous, pour le délégué, pour nous encourager, nous en tant que journalistes à l'Est, nous encourager à en faire aussi, comme il l'a dit, que nous puissions, en étant le relais, que nous puissions être équipés pour pouvoir toucher la population, pour pouvoir sensibiliser la population et faire en fait, ce qu'il nous vient de faire. Ce matériel permettra à ces hommes et femmes de médias sur le terrain, à la recherche de l'information, de pouvoir se protéger et d'être des vecteurs de ce message de sensibilisation. Et il faut préciser que ce n'est pas une action isolée parce que même dans les districts de santé, avec la décentralisation mise en place par M. le ministre de la Santé publique qui y veille personnellement, les acteurs communautaires, les acteurs de la communication au niveau communautaire, c'est-à-dire les radios communautaires, vont également bénéficier de ces petits kits-là des districts de santé pour pouvoir mener à bien leur activité sur le terrain. Le délégué régional de la communication, pour sa part, a invité les hommes de médias à ne pas se laisser distraire par des sirènes de toutes sortes et de lutter contre la désinformation. La communication, c'est la sensibilisation pour la remobilisation des communautés pour le respect des mesures barrières. Ça, c'est l'exigence immédiate, celle qui nous fait face tout de suite. Permanemment en contact avec les populations, ces hommes et femmes de médias sont d'ores et déjà outillés pour barrer la voie à toutes sortes de contaminations. Dans les tâches,
Et dans ce journal, nous venons de recevoir une information de dernière minute. Un autre incendie dans la ville de Douala, le complexe de détente H-Club, situé au quartier Aquanor, est en flammes. L'incendie dont l'origine est à déterminer, embraser les installations de H-Club, situées à Aquanor, à Douala 1er. Sur place, les équipes du Corps national des sapeurs-pompiers et les forces de maintien de l'ordre. H-Club est un Sinac cabaret de détente très prisé de l'arrondissement de Douala 1er, situé sur le tronçon Aquanor reliant le quartier Bounamoussadi à celui de Deido. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions de journal et pouvez bien le constater, les flammes qui ravagent ces installations de détente au quartier Aquanor, non loin du quartier Bounamoussadi. Il faut préciser qu'il y a quelques mois de cela déjà, un autre espace de détente avait pris feu de ce côté. Et dans ce journal, on s'intéresse au sport sans transition et cette fois-ci, brève concernant la Fédération camerounaise de football. C'est de la confusion totale à la Fédération camerounaise de football depuis ce mardi. Une assemblée générale a eu lieu, mandative de 2009, a été tenue après terme ce mardi par visioconférence. La dite AG a procédé à la mise sur place d'un comité exécutif provisoire de 6 personnes, avec à sa tête le sénateur Bida comme président de cette AG désormais constituée par désormais installée pour présider la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football, qui a rendu public un communiqué radio-presse pour donner cette attitude de certains acteurs de football. Donc l'ambition est de ternir l'image du football camerounais. Ils sont concernés par les modifications. Nous y reviendrons dans la prochaine édition. Mais tout de suite, je propose de regarder le reportage lié à cette information. C'est un boom. On va quand même dire que c'est une grosse information concernant cette fédération camerounaise de football après la destitution du président Seydou Bombo Dioya. Cette fois-ci, on parle de l'Assemblée générale élective de 2009 qui a été mise sur pied. Le compte rendu de cette dernière information dans ce reportage. C'est un véritable coup de tonnerre qui a retenti ce mardi à la Fédération camerounaise de football suite à la tenue par visioconférence d'une assemblée générale de la FECAFOOT de 2009. 51 des 74 membres de cette instance étaient présents et s'est agi principalement pour ces derniers de mettre sur pied un comité exécutif provisoire conformément au statut de la FECAFOOT en vigueur. D'ailleurs, 41 voix ont voté pour, 8 contre et 2 abstentions. Au terme de ces travaux, après avoir pris acte de la sentence rendue par le tribunal arbitral du sport le 15 janvier 2021 dans la procédure TAS 2019-6258 et après avoir analysé ses conséquences de droit, notamment la vacance à la tête de la FECAFOOT, les membres de cette Assemblée générale de 2009 ont décidé de retirer toute compétence au sieur Seydou Bombo Dioya et aux membres du comité exécutif élu le 12 décembre 2018 de désigner pour une période de 3 mois à compter de son installation un comité exécutif provisoire chargé de gérer les affaires courantes de la FECAFOOT, de réviser les statuts et le code électoral au sein des instances faîtières du football et d'organiser un processus électoral juste, équitable et transparent dont la composition est ainsi faite. Président, le sénateur Albert Mbida, vice-président Prince Ndoki Mokete, membre Dr François Dikoumé, Dr Tado Oumarou, le sieur Boudjiko Yukeka Pierre, l'ancien international de football camerounais Lucien Motomo et Sa Walter. Aussi, il est question de réquisitionner une partie des locaux et du personnel de la Ligue de football professionnel du Cameroun, LFPC, à mettre à la disposition du comité exécutif provisoire en attendant que le siège de la FECAFOOT, situé au quartier Tinga à Yaoundé, jusqu'ici illégalement occupé, soit libéré par l'équipe conduite par Seydou Bombo Dioya. Dans la foulée de cette assemblée générale, la Fédération camerounaise de football a rendu public un communiqué dans lequel la fédération constate la tenue d'une assemblée générale extraordinaire de la FECAFOOT par visioconférence et en circulation actuellement sur les réseaux sociaux. Dans le dit communiqué, cette action entreprise par des individus dont le seul dessein est de plonger le football camerounais dans un désordre permanent et partant de ternir l'image de marque du Cameroun en ce moment, déroule le championnat d'Afrique des Nations. La FECAFOOT précise que la dite assemblée générale est illégale parce qu'elle viole la décision sur laquelle elle dit s'appuyer. Mais en plus,
Elle est portée par des personnes n'ayant plus la qualité de membre dans les organes habilités de la Fédération camerounaise de football car disqualifiée par la sentence sus-évoquée. La FECAFOOT met en garde ces individus contre toute action visant à déstabiliser le football camerounais et entend pour sa part continuer à mener toute action qu'elle jugera utile dans la limite de ses prérogatives définies par la sentence du 15 janvier 2021 et validée par la Fédération internationale de football association. Un nouvel épisode qui s'ouvre donc à la Fédération camerounaise de football qui augure certainement de nombreux rebondissements dans les jours à venir. Des rebondissements certainement très attendus et finalement que cette guerre au sein de la Fédération camerounaise de football cesse pour que les joueurs puissent bénéficier de ce football. Et c'est avec cette information que nous refermons cette autre édition de l'actualité sur LTM Télévision. Retrouvez l'information des journaux télévisés, notamment à 7h45 dans le cadre de la matinale, à 13h le journal de la mi-journée, à 17h30 le journal en langue anglaise et à 19h45 le grand format de l'édition de l'information. Dans quelques instants, vous aurez votre programme politique tout au clair, une présentation de Frédéric Moutomas. Sur ce, je vous souhaite de passer d'excellents moments à l'écoute de nos programmes. Au revoir à tous.